What is the evidence that dietary macronutrient composition influences exercise performance et narrative review? On se retrouve aujourd'hui pour une revue informelle d'études et bordel, qu'elle était longue cette étude, elle était longue, oh là là. Elle faisait 56 pages et 56 pages dont seulement dont bien 46 pages de texte à lire. Donc habituellement, il y a la partie statistique, etc., sur laquelle tu fais quelques vérifs, mais tu fais pas, c'est pas du littéraire, quoi. Tu vois, tu regardes les chiffres, tu regardes un petit peu là où ça pêche, là où ça te semble un petit peu bizarre, et voilà. Non, non, là, on est sur 46 putains de pages d'écriture, quoi. Mais pas pour rien. Dire que là, c'est euh, Timothy David Noakes, donc il me semble que c'est un mec voilà, qui pèse dans le milieu. Et en fait, eh bien, il a fait une réanalyse de plein de données qu'on avait scientifiquement sur le sujet de est-ce que vraiment les glucides sont si importants que ça pour la performance. Moi, c'est quelque chose dont j'étais persuadé parce que je me disais, les glucides au niveau énergétique, c'est vraiment quelque chose de très important parce que c'est le carburant qu'on a. Et donc, eh bien, il faut faire des diètes riches en glucides pour être endurant. Et lui, il a tendance à dire que, en fait, euh, il y a un modèle qui est un peu flou depuis le début. C'est-à-dire que on a un peu plongé dans un modèle de se dire que c'était très important pour la performance, puisqu'on n'avait que des moyens de mesurer, enfin, on a été biaisé par nos moyens de mesure depuis le début. Et en fait, eh ben, il formule plein de choses. Alors, je te laisserai lire l'article en lui-même. Il n'y a pas de raison que je sois le seul à me torturer. Enfin, c'était pas une torture, hein, mais c'était long. Euh, pour arriver à lire tout ça, si tu veux comprendre en détail. Mais dans l'ensemble, ce qu'il dit, c'est que on exclut toujours le cerveau de toute notre vision des choses. Or, c'est peut-être l'élément central. C'est-à-dire que lui, il émet l'hypothèse de dire oui, quand nos réserves en glycogène globales baissent, enfin ne sont plus importantes, alors on arrête l'effort. Mais pourquoi ce serait lié à la consommation des muscles de glycogène? Pourquoi ce ne serait pas lié simplement au fait qu'on n'a plus assez de glucose, plus assez de réserves de glucose pour alimenter notre cerveau, et donc que ce dernier, comment dire, en prévision ou en tout cas commence un petit peu à développer soit de l'hypoglycémie, soit estime qu'il va développer de l'hypoglycémie, donc nous fait augmenter en fait notre perception de l'effort, ce qui nous fait arrêter l'effort. En fait, c'est la théorie du limiteur central. Basiquement, il représente plein d'études qu'il avait lui-même d'ailleurs ciblées, enfin qu'il avait lui-même ciblées, qu'il avait lui-même coécrites plein de fois. Donc en disant bah ouais, peut-être que je me suis trompé en fait là-dessus et peut-être qu'en fait il y a un modèle avec le cerveau qui est intéressant qui est négligé et peut-être que c'est peut-être même le modèle le plus pertinent parce qu'en fait on remarque que oui il y a des études qui prouvent la supériorité du glucose mais la plupart du temps du fait d'avoir des diètes riches en glucides mais la plupart du temps il y a des biais méthodologiques et il y a aussi des études qui montrent bien, une équivalence entre une diète par exemple cétogène et une diète plus pleine de glucose. Et ben pour ces études-là qui montrent une équivalence, qu'est-ce qu'on fait quoi? Parce que s'il y a une vraie équivalence, alors comment c'est possible, sachant qu'on a moins de glucose disponible? Et il n'a pas tort. Il n'a pas tort, je trouve, de dire ça. Euh, enfin, en tout cas, de soulever ce point-là. Évidemment, il y a deux trois points que j'ai notés où je me suis dit, attention, là, il y a un gros problème. Par exemple, attends, il faut que je retrouve, je retrouve ce qu'il a dit. J'ai fait une petite note hein, dans le truc, donc c'est pour ça. Putain, si c'est sur 46 pages, c'est horriblement chiant à retrouver. Je suis désolé. Pam 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 pam. Ah bordel. Désolé, où est-ce qu'elle est? Je crois qu'elle est au début. Putain. C'est impossible à retrouver. Impossible à retrouver. Ah si.
Oui, il dit quelque chose sur les EMG. Il dit que à un moment, ouais, il dit des bêtises un petit peu sur les EMG. Voilà, il dit que l'effet serait retrouvé. Enfin, en gros, il dit des bêtises. Je sais même pas si c'est pertinent de le dire là. Désolé d'avoir pris autant de temps de le dire. Mais en gros, je vois qu'il y a certaines approximations sur certains sujets en disant oui, on verrait une augmentation de l'EMG alors que c'est pas forcément le cas. Donc j'ai tendance à être un petit peu, voilà, il évince, enfin il reste flou sur certains sujets. Par exemple, euh, le glycogène est déplété très très localement au niveau des fibres musculaires. euh, on l'a trouvé récemment au niveau de l'exercice en résistance. Et ben, on pourrait potentiellement expliquer cette déplétion locale, enfin ça pourrait être un potentiel facteur du fait qu'on ne puisse pas en résistance continuer nos séries jusqu'au bout. Enfin, nos séries jusqu'au bout. Qu'on doive arrêter nos séries, en fait le limiteur de nos séries, voilà, plus simplement. Et il passe aussi un petit peu à côté du glycogen shuttle. Donc le glycogen shuttle, c'est en gros, enfin glycogen shuttle, c'est la navette en fait du glycogène, enfin en gros une théorie qui aurait tendance à dire que eh ben, on se sert du glycogène pour avoir un pont entre l'ATP produite avec la filière créatine et, finalement l'oxydation des substrats. C'est un peu compliqué, mais en tout cas il n'en parle pas dans son papier, ce qui pourrait être une autre raison du fait que euh, comment dire, l'effort n'est pas proportionnel à nos réserves de glycogène, il s'arrête uniquement quand on n'a plus. Enfin, en tout cas, c'est quand on a vraiment beaucoup moins de glycogène, alors c'est à ce moment-là qu'il s'arrête. Cependant, je trouve que pour l'endurance, le modèle qui développe tient bien la route, mine de rien. Enfin, en tout cas, est intéressant. Et je ne peux que vous inviter à lire un petit peu ce qu'il explique et du coup à garder une certaine réserve en fait. D'un point de vue application pratico-pratique, ça veut dire que ben, peut-être qu'on a encore des capacités d'adaptation pour l'exercice en endurance qui ne sont pas à sous-estimer et qu'on peut s'en servir, enfin qu'on peut avec une grande variété de diètes réussir à faire des trucs intéressants en endurance. Donc peut-être que l'adaptation à utiliser moins de glucose a du sens parce que ben, on se retrouverait à pouvoir favoriser l'oxydation des graisses, donc utiliser moins de glucose, avoir toujours du glucose disponible pour notre cerveau et favoriser les adaptations en endurance à long terme. J'attends de voir des études de terrain concrètes pour recommander ça, mais ça relance un petit peu la machine, alors qu'on pensait que les diètes cétogènes étaient un peu finies de ce point de vue-là. Enfin, cétogènes ou autres, hein, mais en tout cas qui favorisent les graisses, l'oxydation des graisses, c'est un peu fini de ce point de vue-là. Bah peut-être que non. Donc voilà, moi je trouve ça cool, je trouve que ça ouvre des perspectives, ça ouvre l'esprit, donc c'est toujours sympa de connaître ce type d'études-là et de les voir être publiées. Et sur ce, prends soin de toi et on se retrouve pour une prochaine vidéo.